États-Unis et la Turquie veulent débarrasser le nord de la Syrie de toute présence de l'État islamique. La création de cette zone libre pourrait prendre plusieurs modalités. Nous verrons lesquelles et notamment ce que cela peut impliquer pour l'armée turque. Pour la troisième fois en une semaine, un Palestinien a été tué lors d'une opération de l'armée israélienne près de Kalandia. Il était soupçonné de préparer un attentat. Depuis l'Éthiopie, Barack Obama s'inquiète de la tonalité de la campagne présidentielle américaine. Il dénonce notamment les dérapages verbaux de plusieurs candidats républicains. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. Débarrasser le nord de la Syrie de l'État islamique, c'est la mission que se sont assignés les Américains et les Turcs. Depuis quelques jours, on l'a vu, la Turquie est passée à un stade supérieur dans son investissement militaire en Syrie et il s'agirait donc d'une action coordonnée avec les Américains. Maxime Pérez. C'est peut-être un tournant du conflit syrien qui est en train de se jouer. Les États-Unis et la Turquie ont décidé de s'associer pour débarrasser le nord de la Syrie des djihadistes de l'État islamique. Sur fond de tournée africaine du président Barack Obama, l'annonce a été faite lundi depuis Addis Abeba par un haut responsable américain parlant sous couvert de l'anonymat. Objectif de l'opération qui s'annonce, améliorer la sécurité et la stabilité le long de la frontière turco-syrienne. Ces détails restent encore à finaliser, mais elle comporterait une zone d'exclusion aérienne réclamée de longue date par Ankara et impliquerait surtout une intervention au sol des forces turques. Longtemps accusé de complaisance vis-à-vis des organisations radicales en lutte contre le régime d'Assad, le gouvernement turc a lancé ces derniers jours une offensive aérienne contre Daesh en Syrie, après un attentat suicide dans le sud de son territoire et une attaque djihadiste contre un poste frontalier de l'armée. Reste que les observateurs se demandent si les manœuvres annoncées d'Ankara ne cachent pas d'autres intentions. Limiter par exemple les capacités des forces kurdes en Syrie et en Irak. En témoignent les frappes aériennes menées ces derniers jours contre les positions du PKK. Alors, quelle forme pourrait prendre justement cette opération? On est en ligne avec Pierre Servant, qui est expert pour les questions militaires et de défense. Bonsoir. Bonsoir. À votre avis, à quoi pourrait ressembler cette zone que les Américains et les Turcs veulent voir libérée de l'État islamique? Ça implique une opération au sol cette fois? Oui, c'est ce qui semble se dessiner. Donc pour l'instant, on n'a que des fuites. Il faut donc attendre véritablement les révélations sur la nature de l'accord. Ce qui semble se dessiner, ça serait une zone tampon d'une centaine de kilomètres de long sur 50 kilomètres de large. Donc on voit que ça ne couvre pas l'ensemble de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Ça fait 900 kilomètres. Donc là, ce serait vraiment une très grosse zone tampon. Là, ça serait une petite zone tampon avec une zone d'exclusion aérienne. Et on le voit bien, d'ailleurs votre sujet le dit bien, Ankara vise deux objectifs. Le premier, c'est certainement de lutter contre le PKK, donc contre les Kurdes du PKK qui se trouvent des deux côtés de la frontière. Et puis également de signifier véritablement son entrée en guerre, si je puis dire, contre Daesh. Alors jusqu'à présent, on voit bien que les Américains ont été très réticents à toute opération au sol. Est-ce qu'à votre avis, avec la Turquie, ils ont trouvé le bras qui leur faisait défaut ? Oui, on peut dire ça. Il faut dire que ça fait plus d'un an qu'il y a ces discussions et que ça n'a pas bougé et que par mesure de rétorsion, les Turcs ont interdit d'utilisation de leur base aérienne, notamment d'Incirlik au sud de la Turquie. Donc Ankara a interdit aux Américains, à la coalition, d'utiliser ces bases aériennes, ce qui est un problème parce que, évidemment, à partir de ces bases aériennes, c'est beaucoup plus facile de frapper l'État islamique. Et depuis le début, Ankara ne cesse de dire on cédera sur ce point-là si on a cette zone tampon, qui est aussi une façon d'affirmer que Damas continue à être un ennemi, parce que vous comprenez bien qu'une zone tampon en Syrie, c'est une pierre dans le jardin de Damas et de sa souveraineté. Donc là, ce qui a bougé, c'est que les Turcs étant frappés pour la première fois par l'État islamique à travers un attentat kamikaze, là, ils ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient hébergé un scorpion chez eux, puisque ça fait des années qu'ils accueillent très facilement les combattants de Daesh chez eux. Et donc là, le deal s'est débloqué. Les Américains qui sentent bien quand même qu'ils patinent
en Irak et en Syrie sur le plan militaire, à mon avis, sont en train donc de lâcher cette zone d'exclusion aérienne, cette zone tampon où en fait l'armée turque certainement occuperait militairement cette zone de tampon, en échange de l'ouverture des bases qui semble déjà acquis. Il faut rappeler que la base notamment d'Incirlik permettrait de frapper à quelques heures la capitale syrienne de Daesh, à Raqqa. Donc là, il y a vraiment un tournant qui se dessine, mais Ankara, vous l'avez très bien dit dans votre sujet, je dirais à plus d'un tour dans son sac, donc il faut attendre de voir comment les choses vont réellement tourner. Un dernier mot, Pierre Servan, comment les Iraniens peuvent-ils réagir en voyant la Turquie pénétrer, cette fois matériellement, en territoire syrien ? Alors évidemment, c'est un point de tension, puisque les Iraniens soutiennent les Alaouites de Damas. Donc là, c'est la Turquie, qui par ailleurs est associée avec les Saoudiens et les Qataris dans la formation de différents groupes de combat qui rentrent en ligne. En même temps, tout est en train de bouger, notamment à la suite de l'accord sur le nucléaire iranien. Et c'est les Américains finalement qui font le go-between entre les différentes forces pour essayer d'aligner tout le monde contre Daesh, parce que c'est quand même ça l'objectif. Les Turcs maintenant rentrent en guerre contre l'État islamique, et les Iraniens chiites sont aussi hostiles à Daesh. Donc je dirais qu'il y a une sorte d'alignement de planète, tous contre Daesh. Après, il faut voir sur le terrain comment ça se passe. Est-ce qu'un accord politique est possible, non pas avec Bachar, mais avec les Alaouites et les autres forces de l'opposition? Ce qui est certain, c'est que la politique expansionniste et extrêmement agressive et meurtrière de Daesh, notamment sur le plan des symboles, des massacres de masse, etc., fait que tout le monde bouge et tout le monde est en train de se coaliser contre Daesh. Merci pour cette analyse. Donc Pierre Servan, expert pour les questions militaires et de défense. Et donc la Turquie qui continue aujourd'hui encore à bombarder également, car c'est l'autre cible visée par Ankara, eh bien, les positions du PKK, le fameux parti des travailleurs du Kurdistan. Joseph Emmanuel. L'offensive turque contre les Kurdes du PKK se poursuit. Ce lundi matin, des chars de l'armée turque ont bombardé un village du nord de la Syrie. Des frappes sur des positions kurdes, l'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte un nombre de 4 blessés. Les F-16 turcs avaient redécollé dimanche soir pour une nouvelle vague de frappes contre les bases arrières du PKK, des frappes concentrées sur les monts Kandil, dans le nord de l'Irak. Rien ne va plus entre le gouvernement turc et les rebelles kurdes de Turquie. Une brusque escalade qui intervient au moment où Ankara est passé à l'offensive contre le groupe djihadiste État islamique, après une longue hésitation critiquée par l'ensemble de la communauté internationale. Mais comme s'y attendait Ankara, les représailles kurdes au bombardement n'ont pas tardé. Quelques heures après les premières sorties de ces chasseurs bombardiers, une voiture piégée explose tout près de la grande ville de Diyarbakir, une ville à majorité kurde dans le sud-est de la Turquie. Bilan, 2 militaires tués et 4 autres blessés. L'aile militaire du PKK a revendiqué l'attentat, comme il revendiquait plus tôt dans la semaine l'exécution de 2 policiers turcs dans la ville de Ceylanpınar, une ville frontalière de la Syrie. Une exécution en riposte à l'attentat de Suruç qui avait visé de jeunes militants de la cause kurde. Cette vague de violence entre Turcs et Kurdes fait voler en éclats le cessez-le-feu unilatéralement proclamé par le PKK il y a 3 ans. La Turquie a longtemps été accusée de complaisance et d'inertie envers des islamistes radicaux, notamment ceux en guerre contre le régime de Damas. Les spécialistes de la région soupçonnent Ankara d'avoir ouvert l'offensive contre les islamistes pour viser en priorité le PKK. Aujourd'hui, le processus de paix engagé il y a 3 ans entre la Turquie et ses rebelles kurdes semble bien fragile. Un processus de paix engagé pour mettre fin à un conflit qui a fait plus de 40 000 victimes depuis 1984. Pour la 3e fois en une semaine, un Palestinien a été tué la nuit dernière lors d'une opération de l'armée israélienne. Cela se passe à Kalandia, en Cisjordanie, et ce au lendemain des violences qui se sont déroulées sur l'esplanade des mosquées et qui font craindre un regain de tensions très important entre Israéliens et Palestiniens. D'ailleurs, ce soir, on apprend que les pays de la Ligue arabe vont tenir une réunion à propos des événements justement de la mosquée d'Al-Aqsa. Maxime Pérez. C'est le 3e Palestinien enterré en moins d'1 semaine. Dans le camp de réfugiés de Kalandia en Cisjordanie, une foule en colère enterre son nouveau martyr.
La foule, mais aussi ces hommes en armes, des membres des Tanzim, la branche armée du Fatah. Mohamed Abou Latifa est mort ce lundi matin au cours d'une opération antiterroriste de la police israélienne. Suspecté d'être impliqué dans un attentat en préparation, ce Palestinien de 18 ans tentait d'échapper aux commandos israéliens. Ce dernier aurait été visé par des tirs aux jambes alors qu'il tentait de fuir par le toit du bâtiment encerclé. Et c'est en sautant vers un autre immeuble qu'il aurait fait une chute mortelle. Une version que contestent les témoins de l'incident, interrogés par la télévision palestinienne. L'armée est venue l'arrêter, mais finalement elle l'a abattu alors qu'il était déjà blessé. Ce jeune n'avait aucun passif criminel. Depuis son siège de la Moukata à Ramallah, l'autorité palestinienne a vivement réagi à cet incident et adresse une sévère mise en garde à Israël. L'occupant israélien a commis un très grave crime. Cela s'ajoute à ce qu'il s'est passé la veille à la mosquée Al-Aqsa. Le gouvernement palestinien va mener une enquête en profondeur sur cet incident et prendra les décisions qui s'imposent. Nous n'excluons pas de déposer plainte à l'ONU et appelons la communauté internationale à intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Pour Israël, il s'agit d'abord d'une opération de routine qui a mal tourné. Et quel qu'en soit le résultat, un attentat a été déjoué. Dans cette opération, un second Palestinien s'est rendu aux forces de sécurité. Voilà, et tout cela dans le contexte d'incertitude autour de l'avenir de Mahmoud Abbas. On en reparle dans 20 minutes avec nos experts. Mahmoud Abbas, dont la démission est de plus en plus souvent évoquée. Barack Obama n'a pas l'intention de relâcher la pression sur les islamistes Shebab en Somalie. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui lors de la toute première visite d'un président américain jamais effectuée en Éthiopie, pays qui est également engagé dans ce combat contre les islamistes. Julia Ganancia. En voyage en Afrique, Barack Obama n'en garde pas moins un œil sur la politique de son pays. Ce lundi, le président américain a sévèrement critiqué le ton de la campagne présidentielle américaine. Nous sommes en train de créer une culture qui n'est pas propice à une bonne politique. Le peuple américain mérite mieux que ça et le débat présidentiel mérite mieux que ça aussi. Dans 18 mois, je rends les clés et je veux m'assurer que je les donne à quelqu'un qui sera sérieux sur les problèmes auxquels ce pays et le monde font face. La raison de sa colère, les récentes déclarations de plusieurs candidats républicains, dont ceux de Mike Huckabee. L'ancien gouverneur de l'Arkansas a affirmé que l'accord historique sur le nucléaire avec l'Iran, récemment conclu entre l'Iran et les puissances mondiales, conduisait les Israéliens aux portes des fours crématoires. Les récentes déclarations de Mike Huckabee s'inscrivent dans une tendance générale et seraient considérées comme ridicules si elles n'étaient pas si tristes. Barack Obama effectue son dernier mandat à la Maison-Blanche, il ne peut pas se représenter. En Éthiopie, il est également revenu sur les propos de Donald Trump. Ce dernier a affirmé que le sénateur républicain John McCain, fait prisonnier au Vietnam, n'était pas un héros. Peut-être que ces déclarations sont une tentative de la part de Donald Trump d'occuper la scène médiatique. Mais ce n'est pas le genre de président dont a besoin l'Amérique aujourd'hui. Malheureusement, ces attaques scandaleuses sont devenues bien trop banales dans la vie politique américaine. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Plus d'un mois après l'annonce de sa candidature, le milliardaire américain est sous le feu des projecteurs. Des déclarations fracassantes en polémique incluant des nazis, Donald Trump est parvenu à s'imposer en tête de certains sondages dans une campagne qui le considérait comme un candidat pourtant sans crédibilité. Alors, le climat de la campagne présidentielle aux États-Unis évoqué depuis l'Éthiopie par Barack Obama, c'est assez singulier. On va appeler tout de suite notre correspondant aux États-Unis, David Benaïm. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, est-ce que cette campagne présidentielle qui démarre aux États-Unis est à ce point nauséabonde ? Oui, avec 16 candidats déclarés pour la nomination à la candidature républicaine, il est devenu très difficile de se faire une place dans le paysage médiatique. Les candidats cherchent par tous les moyens à se faire remarquer en se baladant en Harley-Davidson sur les routes de campagne de l'Iowa pour Scott Walker, en pesant devant les caméras de tronçonneuses à la main, déchiquetant le deal iranien pour Rand Paul. Ça, c'est pour l'image. Mais depuis quelques semaines, ce sont les mots qui ont rendu la campagne républicaine nauséabonde. Tout a commencé le 16 juin avec l'annonce par Donald Trump de sa candidature à la nomination républicaine. Il a immédiatement fait le buzz en disant que la grande majorité des immigrés illégaux en provenance du Mexique étaient des violeurs et des trafiquants de drogue. Depuis, Trump provoque et fait des petits. Il a ouvert la voie aux insultes personnelles entre le candidat républicain, doutant de la sincérité de Jeb Bush sur sa politique d'immigration, due au fait que sa femme est d'origine mexicaine.
Tous ceux qui s'attaquent à Donald Trump peuvent désormais s'attendre à un effet boomerang. John McCain, qui critiquait la légitimité de sa candidature, s'est vu rabaissé au rang de faux héros de la guerre du Vietnam par le millionnaire. Et Lindsey Graham, le candidat sénateur de Caroline du Sud qui a traité Trump de crétin suite aux allégations sur McCain, a vu son numéro de téléphone portable dévoilé en public, en direct à la télévision par le Donald, comme les médias l'appellent ici. Alors Donald Trump, justement, ce milliardaire exubérant, on l'a compris, David, c'est lui qui pour l'instant est donné favori ? Et à la surprise générale, en effet, Donald Trump domine et ne faiblit pas. Le dernier sondage de CNN le donne en tête avec 18% devant Jeb Bush au niveau national. Il domine dans l'Iowa et talonne de près Scott Walker dans le New Hampshire, les 2 premiers États à voter pour la nomination républicaine dans 6 mois. Malgré ses phrases controversées, ses attaques frontales contre les autres candidats de son parti, son franc-parler séduit et l'électorat de base républicain a trouvé enfin un candidat qui réveille leur enthousiasme. Trump domine sur des sujets populistes comme l'immigration, mais ce qui semble surtout convaincre les futurs électeurs de droite, c'est son succès en tant que businessman et sa capacité de frondeur qui ne plie pas sous les critiques de ses adversaires. Côté démocrate, Hillary fait son profil bas. Elle sait que cette bataille entre candidats du camp adverse ne peut que lui profiter, surtout si, comme il le déclare fréquemment, Donald Trump décidait de continuer sa campagne en tant que candidat indépendant, ce qui diviserait les voix de droite et permettrait à Hillary d'accéder plus facilement à la Maison-Blanche. Et voilà, on en reparlera. Merci David Benaïm, donc en direct des États-Unis. On en reparlera dans 1 heure, justement, débat autour de cette campagne qui évoque, vous le voyez, des thèmes parfois très éloignés des préoccupations des Américains. On revient à présent sur ce voyage historique donc, de Barack Obama. Première visite d'un président américain en Éthiopie. C'était aujourd'hui où il a été question de lutte contre le terrorisme islamiste. Julia Ganancien. C'est une première en Éthiopie. Pour la première fois, un président américain en exercice se rend à Addis Abeba pour rencontrer le Premier ministre et échanger avec les dirigeants de l'Union africaine. Avec sa croissance économique impressionnante et sa population de plus de 90 millions d'habitants, l'Éthiopie est évidemment un marché attrayant. Mais c'est surtout de sécurité dont il est question. Très impliqué militairement en Somalie au sein de la force de l'Union africaine, mais aussi en première ligne de la médiation sur le Soudan du Sud, l'Éthiopie est un partenaire privilégié et indispensable pour Washington. Notre coopération en matière de sécurité repousse les extrémistes. L'Éthiopie fait face à des menaces sérieuses et sa contribution à la mission d'Union africaine en Somalie a réduit les zones que contrôlaient les Chebabs. Mais l'attentat à la bombe à Mogadiscio cette semaine nous montre que les groupes terroristes comme les Chebabs n'aiment rien d'autre que la mort et la destruction. Cela doit s'arrêter et nous avons du travail. La visite de Barack Obama peut aussi être interprétée comme un geste de soutien au régime d'Addis Abeba, un régime qui vient d'être conforté au pouvoir pour 5 années supplémentaires grâce à un raz-de-marée électoral. 100% des sièges de l'Assemblée nationale gagnés par la coalition au pouvoir, un régime qui est aussi souvent dénoncé pour le manque de pluralisme politique et les violations des droits de l'homme. Nous avons soulevé un certain nombre de questionnements. Par exemple, comment les États-Unis peuvent soutenir le renforcement du processus de démocratisation de l'Éthiopie. Mon gouvernement a exprimé son engagement d'approfondir le processus démocratique déjà en cours dans le pays et l'amélioration du respect des droits de l'homme. Point d'orgue de la visite du président américain, son discours ce mardi au siège de l'Union africaine. Il devrait être largement consacré à la lutte contre le terrorisme, mais les acteurs de la société civile attendent que Barack Obama pousse aussi l'Union africaine à faire respecter davantage sa propre charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance. L'actualité économique à présent en Grèce, des représentants de l'Union européenne et de la BCE sont arrivés aujourd'hui à Athènes pour discuter des conditions d'un nouveau prêt de liquidité. Il s'agit également de vérifier que les réformes promises par Athènes sont bien entrées en vigueur. Joseph Emmanuel. Ils se sont remis au travail, les créanciers de la Grèce. La Troïka est donc revenue à Athènes après 1 an d'absence. Et ce qui paraissait il y a quelques semaines encore impensable se produit aujourd'hui. Les représentants de la Troïka discutent avec les autorités grecques d'un nouveau prêt. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole de la Commission européenne. Et depuis Bruxelles, ces premiers mots donnent le ton. Les équipes des institutions sont désormais sur le terrain à Athènes et le travail commence immédiatement, au moment où nous nous parlons, pour ainsi dire. Immédiatement au travail, les technocrates de l'Union européenne, de la BCE et du FMI. Ils précèdent de quelques jours leur chef de mission pour commencer à mettre en place le fameux prêt. Alors, quelle est la nature de ce nouveau prêt?
82 milliards d'euros sur 3 ans. Athènes comme Bruxelles fait savoir que cette négociation doit aboutir à la mi-août. Une négociation que beaucoup voient comme une victoire de l'Allemagne, une victoire de la Troïka aussi, qui revient à Athènes sur fond de scandale. L'ex-ministre des Finances, Yanis Varoufakis, dénonce une cabale des médias de son pays. Les médias grecs l'accusent d'avoir fomenté un incroyable plan B en cas de Grexit. Il aurait envisagé de pirater ses propres serveurs, et ce pour créer un système bancaire parallèle. Certains avancent qu'il aurait même reçu le feu vert de principe d'Alexis Tsipras avant l'élection de Syriza. Un scandale qui vient appuyer le délitement annoncé d'un pays exsangue. Un scandale de trop pour la rue grecque. Je pense que ces choses que nous avons à vivre sont tout simplement fausses. J'ai 52 ans et je n'arrive pas à croire ce que je suis en train de vivre. C'est terrible, horrible. Ce pays a été détruit. Une destruction depuis longtemps dénoncée par M. Varoufakis en cas d'acceptation des conditions dictées par l'Europe. Aujourd'hui, deux Grèces se font face dans un moment compliqué de son histoire. Celle d'Alexis Tsipras, qui, le cœur lourd, retourne à la table de négociation avec ses créanciers, et la Grèce de Yanis Varoufakis, celle qui, au soir du référendum, disait non à l'Europe. Alors, actualité économique chargée ce soir, même en plein cœur de l'été. Bonsoir Johanna Citruc. Bonsoir. Et on va parler tout d'abord de la tempête qui continue de frapper les bourses chinoises et notamment celle de Shanghai. Oui, c'est une baisse de 8,48% aujourd'hui pour la bourse de Shanghai. C'est la chute la plus importante depuis plus de 8 ans. Et pour la bourse de Shenzhen, c'est une baisse de 7%. Le problème, c'est que les investisseurs n'ont plus confiance, et ce malgré les récentes mesures du gouvernement. La deuxième économie du monde montre des signes de ralentissement. La plupart des indicateurs sont plus faibles que prévu. C'est le cas par exemple de la production manufacturière au plus bas depuis 15 mois. Et puis il y a aussi la crainte d'un nouveau krach boursier, puisque je vous rappelle qu'entre mi-juin et début juillet, les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont respectivement dégringolé de 32 et 40%. Alors, comment ont réagi les autres places boursières ? Alors, pas vraiment bien, puisque l'inquiétude se propage. Wall Street a ouvert en baisse, moins 0,20% pour le Dow Jones, moins 0,64% pour le Nasdaq. Même tendance pour le cours du pétrole, mais aussi pour les bourses européennes. Londres a par exemple terminé sur une baisse de 1,13%, alors que pour Francfort, comme pour Paris, la chute est encore plus prononcée, plus de 2,5%. Alors, on va maintenant parler, dans ce contexte de morosité à la bourse, d'un titre qui a dû flamber aujourd'hui, car on a annoncé dans les médias un mariage stratégique important, rapprochement entre le groupe de Patrick Drahi et celui d'Alain Veil, Next Radio TV. Oui, effectivement, la nouvelle est tombée ce lundi matin. L'homme d'affaires Patrick Drahi s'est allié à Alain Veil, donc le PDG de Next Radio TV, qui comprend notamment RMC et BFM TV. Ensemble, les deux hommes vont créer une nouvelle société afin de lancer une OPA, une offre publique d'achat sur Next Radio TV. Autrement dit, via cette co-entreprise, ils vont tenter de racheter l'intégralité des titres du groupe à un prix fixé à 37 € par action. En tout, l'opération devrait se chiffrer à près de 600 millions d'euros. Alors, quel est l'intérêt de cette union ? Alors, pour Alain Veil, il y a deux intérêts majeurs, principalement. Premièrement, d'accéder plus facilement au marché international, mais aussi d'optimiser sa distribution grâce aux télécoms, puisque grâce à ce partenariat, il va intégrer Altice, le groupe de Patrick Drahi, qui comprend notamment SFR et Numéricable. Quant à Patrick Drahi, de son côté, il va pouvoir renforcer son empire médiatique, puisque je vous rappelle qu'il possède déjà plusieurs journaux, notamment Libération et L'Express, mais aussi une chaîne d'information internationale qui n'est autre qu'I24 News. Très bien, vous l'avez bien prononcé. Merci, Johanna Citruc. Une saisie record de drogue en France, dans la région de Marseille. Comme à l'époque de la French Connection, près de 6 tonnes de cannabis ont été retrouvées dans une villa tout près de Marseille, le fruit d'une enquête de plusieurs mois. 3 personnes interpellées, et cette drogue qui devait servir à alimenter le marché local. Ariane Ménage. Une saisie record. 6 tonnes de cannabis ont été interceptées par la police à Marseille. Un coup de filet qui a permis l'interpellation de 3 hommes soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de drogue alimentant la région. Au terme d'une enquête ciblée, les enquêteurs procèdent à la perquisition de la villa où transite la drogue. Ils y retrouvent 5,8 tonnes de résine de cannabis, ce qui ne représenterait pas moins de 15 millions d'euros à la revente. Aujourd'hui, en visite dans le Var, François Hollande et Bernard Cazeneuve se sont rendus sur place.
Ce sont des trafiquants qui, pour ceux qui ont été arrêtés, sont domiciliés dans la région parisienne, mais visiblement avaient des complicités ici, parce qu'il y avait donc un domicile qui avait été choisi justement pour accueillir cette drogue et pour la distribuer. Donc ce sont maintenant les complices qu'il nous faut rechercher, trouver et faire condamner. Merci. Les enquêteurs ont travaillé avec les services marocains et espagnols. La drogue provenait du Maroc avant de transiter en Espagne. Elle commençait à être distribuée à partir de Marseille, dans la région de la cité phocéenne, mais aussi vers la région parisienne et l'international. La dernière saisie de cette envergure en France remonte à 2011, où la police avait retrouvé un peu plus de 7 tonnes de cannabis dans les Pyrénées-Atlantiques. Et comme chaque été, le sud de l'Europe est particulièrement exposé aux feux de forêt. 2 incendies d'envergure touchent la région de Bordeaux en France, la Catalogne en Espagne. Et puis ce soir, évacuation également de plusieurs milliers de campeurs dans le Var, dans le sud-est de la France cette fois. Maël Benoliel. Les habitants vont pouvoir progressivement retourner chez eux. 4 jours, c'est le temps qu'il aura fallu aux 600 pompiers mobilisés pour maîtriser l'incendie qui a ravagé près de 600 hectares en Gironde. Un feu de forêt maîtrisé mais pas éteint pour autant. Malgré tout, les autorités françaises ont autorisé les 500 habitants de Saint-Jean-d'Illac et de Pessac à regagner leur domicile. Il s'agit du premier incendie de l'été et l'un des plus importants sinistres de ces 5 dernières années, après celui de Lacanau en 2012. D'un feu à un autre. Dans le nord de l'Espagne, cette fois, ce sont près de 1000 hectares qui se trouvent être menacés par les flammes. Une partie de la forêt de l'arrière-pays catalan ainsi que des surfaces agricoles pourraient partir en fumée dans les heures à venir. 800 personnes ont déjà dû être évacuées selon les pompiers de Catalogne. En Galice aussi, un incendie a endommagé près de 500 hectares de végétation avant d'être stabilisé par les soldats du feu espagnol. Ces dernières heures, plusieurs départs de feu ont été signalés par la préfecture du Var. 3 incendies attisés par un vent violent ont poussé les autorités à évacuer 3 campings de Fréjus. Près de 10 000 vacanciers vont devoir se trouver un endroit pour y passer la nuit. Voilà, on va marquer une pause et on va se retrouver dans un instant pour évoquer l'avenir en pointillé de Mahmoud Abbas, âgé de 80 ans. Le leader palestinien pourrait se retirer et laisser la place à un autre leader du Fatah qui, justement, on en parlera dans un instant avec nos invités, nos experts. Tout de suite. Les États-Unis et la Turquie veulent débarrasser le nord de la Syrie de toute présence de l'État islamique. Quelles implications pour cette zone? Sans doute une présence au sol de troupes turques. Pour la 3e fois en une semaine, un Palestinien a été tué lors d'une opération de l'armée israélienne près de Kalandia. Il était soupçonné de préparer un attentat avec un complice qui, lui, a été arrêté. Depuis l'Éthiopie, Barack Obama s'inquiète de la tonalité de la campagne présidentielle américaine. Il dénonce les dérapages de plusieurs candidats républicains à la primaire. C'est l'un des enjeux actuels du dossier israélo-palestinien. Mahmoud Abbas est-il encore l'homme de la situation à Ramallah? Des rumeurs faisant état de son prochain retrait de la tête de l'autorité palestinienne se font plus insistantes ces derniers temps. Léa Berdugo. Ce n'est pas la première fois qu'une telle information circule. Selon une chaîne israélienne, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas aurait prévu de démissionner dans 2 mois. Dans le même temps, une rencontre entre le ministre de l'Intérieur Sylvan Shalom et le chef des négociateurs palestiniens Saeb Erekat a été révélée par la presse israélienne. Saeb Erekat pressenti comme étant le successeur potentiel de Mahmoud Abbas. Une telle information est-elle crédible? Oui, si l'on prend en compte la difficile, voire quasi impossible union nationale souhaité il y a 1 an par le président palestinien. En juin dernier, lors de la formation du gouvernement d'unité, le discours était plus qu'optimiste. Aujourd'hui, avec la formation d'un gouvernement d'union nationale, nous annonçons la fin de la division palestinienne qui a fait beaucoup de tort à notre cause nationale les 7 dernières années.
Il y a quelques mois, la démission du gouvernement de technocrates palestiniens a été annoncée pour former un gouvernement de politique comprenant des membres de plusieurs mouvements palestiniens, y compris le Hamas, ce qui n'a pas été le cas au vu des tensions grandissantes entre le Fatah et le mouvement islamiste. Selon une chaîne israélienne, l'âge de Mahmoud Abbas serait également à prendre en compte dans sa décision de quitter le gouvernement. Mais dans le même temps, cette information pourrait paraître peu probable si l'on prend en considération les différents succès diplomatiques que Mahmoud Abbas a engrangés à la tête de l'autorité palestinienne. Une reconnaissance de l'État palestinien par différents parlements européens, l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO, à l'ONU et récemment à la Cour pénale internationale. Une politique unilatérale menée par le président Abbas qui semble profiter diplomatiquement aux Palestiniens. Alors, quelle teneur doit-on donner à ces informations faisant état donc d'un possible retrait prochainement de Mahmoud Abbas? On va en parler avec nos analystes. Bonsoir Daniel Haïk. Bonsoir, et bonsoir à vous Ali Waked. Alors Ali, d'abord, est-ce que cette information est venue de Ramallah ou pas, la dernière, celle d'hier, faisant état de la démission imminente de Mahmoud Abbas? Cette information est d'une provenance israélienne, due peut-être à une rencontre qu'a menée un ministre israélien, Sylvan Shalom, le ministre qui est responsable des négociations avec les Palestiniens, avec son homologue palestinien Saeb Erekat. Mais j'aimerais, Jean-Charles, commencer par la fin du reportage de Léa. Léa a mentionné le succès diplomatique d'Abou Mazen, mais c'est exactement ces succès qui rendent la frustration d'Abou Mazen beaucoup plus grave. Il semble qu'il n'a pas réussi à traduire ces succès en une initiative sérieuse menée, qui voulait qu'elle soit menée par l'Union européenne, la France, pour essayer d'obliger Israël à rentrer dans un processus de négociation qui établira un calendrier clair pour la fin de ces négociations et le début d'un processus qui se terminera par la création d'un État palestinien. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'Abou Mazen menace. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui a menacé. Cette fois-ci, ce sont des rumeurs qui circulent comme quoi c'était le président palestinien qui a exprimé sa volonté de se retirer. La vérité, c'est qu'il veut se retirer. Et la vérité aussi, c'est que personne ne sait quand est-ce qu'il va se retirer et qu'il y a des pressions sur Abou Mazen, des pressions arabes, des pressions de la part de la communauté internationale et des États-Unis, qu'un retrait éventuel du président palestinien soit coordonné avec la communauté internationale pour que cette même communauté se mette d'accord sur l'identité de la personne qui remplacera Abou Mazen. Et bien sûr, le moment où Abou Mazen déclarera son départ, c'est le premier balle dans une guerre de succession que je crains que peut être aussi violente au sein des Palestiniens. Alors on va en parler de cela évidemment dans un instant, mais d'abord, Daniel Haïk, comment Israël d'ailleurs voit-il tout cela? Est-ce que c'est Israël qui pousse justement un retrait aussi de Mahmoud Abbas? Alors d'abord, il faudrait revenir un peu par rapport à l'histoire. Vous avez dit, Jean-Charles, est-ce qu'il est encore l'homme de la situation? La grande question que l'on se demande, que l'on se pose en Israël, c'est est-ce qu'il a été une fois l'homme de la situation, Mahmoud Abbas? D'une certaine manière, pour les leaders israéliens, on peut dire que il n'a jamais été véritablement pris au sérieux dans sa dimension de véritable leader du peuple palestinien. On se rappelle qu'Ariel Sharon le qualifiait d'oisillon, qui n'était pas capable de voler de ses propres ailes. Et ensuite, on peut dire que, alors que Yasser Arafat avait réussi à maintenir une forme d'union au sein du mouvement palestinien, Mahmoud Abbas a été le leader, on va dire, de la division du peuple palestinien avec le Hamas. Et il n'a été le leader que, on va dire, de la moitié du peuple palestinien, puisqu'il ne contrôlait que la Judée et la Samarie et pas la bande de Gaza. Donc quelque part, c'est un leader, on va dire, un peu frustré, et c'est un homme qui n'a pas répondu aux attentes des Israéliens. Si l'on se réfère par exemple à la fameuse proposition que Ehud Olmert avait faite il y a en novembre 2008, juste avant de quitter le pouvoir, lorsqu'il a proposé à Mahmoud Abbas 100% de la Judée et de la Samarie, un retrait quasi total de la Judée et de la Samarie, avec un maintien des grands blocs d'implantation, mais un échange de terres à d'autres endroits, en particulier autour de la bande de Gaza, et qui n'a pas obtenu de réponse. On a toujours un peu le sentiment du côté israélien que Mahmoud Abbas a raté le coche, il a raté les rendez-vous qu'on lui proposait, et finalement, d'une certaine manière, il ne serait pas étonnant que, comme on l'a sous-entendu, Binyamin Netanyahou, lorsqu'il entend Mahmoud Abbas menacer de partir, il dit eh bien qu'il parte. Parce que finalement, Mahmoud Abbas n'a pas véritablement répondu aux attentes, ou en tout cas, il n'a pas donné d'une certaine manière de répondant aux discussions avec les leaders israéliens. Je ne suis pas seulement d'accord avec Daniel sur le fait que Abou Mazen a raté pas mal d'opportunités, mais un départ éventuel d'Abou Mazen sera
sera lamentable côté israélien parce qu'il est un des représentants principaux du concept de deux États. Je ne suis pas sûr que le successeur d'Abou Mazen, le successeur du président palestinien, adoptera la vision de deux États. Au sein des élites palestiniennes, il y a pas mal qui prônent pour une révision de la conception de deux États et du devoir discuter au sein de la communauté internationale d'une possibilité de changer cette stratégie internationale qui dit que les deux États est la seule solution soutenue par la communauté internationale. Donc, au sein de ces élites, on parle d'un État binational. Et Saeb Erekat, qui est un des candidats qu'on voit... C'est le plus sérieux ou pas? Non. Le plus sérieux, c'est Mohamed Dakhalan. Mohamed Dakhalan, le grand adversaire d'Abou Mazen au sein du Fatah, mais qui jouit un soutien immense au sein du Fatah, qui essaie de se réconcilier avec le Hamas, qui est considéré comme l'adresse au sein des Palestiniens pour les pays du Golfe et pour l'Égypte. Donc pour les pays arabes les plus importants, c'est Mohamed Dakhalan. Le bureau de Mohamed Dakhalan au Caire, la plus grande capitale arabe, il fonctionne en tant que seconde ambassade au sein de l'Égypte et bien sûr au sein des pays du Golfe. Il est exilé, mais malgré son exil, tous les membres du comité central du Fatah et du gouvernement palestinien contactent Dakhalan à base quotidienne. Mais justement, alors Ali, s'il doit y avoir une concertation avec la communauté internationale, avec les Américains concernant le successeur de Mahmoud Abbas, il est clair que Mahmoud Abbas jamais ne recommandera jamais Mohamed Dakhalan qui a tenté de fomenter contre lui. Mais comment on peut imaginer que Mohamed Dakhalan ait suffisamment de force pour s'imposer en dépit des volontés de Mahmoud Abbas? Et lorsque Mahmoud Abbas remplace, limoge d'une certaine manière Yasser Abed-Rabou du secrétariat du comité central du comité de l'exécutif de l'OLP et le remplace par justement Saeb Erekat qui est le responsable des négociations depuis de longue date. Il était même à Madrid en 1991 et il est aujourd'hui secrétaire général. Il le désigne lui-même comme le numéro 2. Donc à partir de ce moment-là, s'il doit y avoir concertation avec la communauté internationale, il est clair qu'on s'achemine plutôt vers un leadership. Il le désigne en numéro 2, ça je suis d'accord, mais le poids d'Abou Mazen sur les bases du Fatah et sur les bases dans la rue palestinienne, il est très modeste. Et c'est le grand malheur des Palestiniens, c'est que d'un côté, il y a cette différence immense entre la direction et la base, et ce que veut la base au sein du Fatah et au sein des masses palestiniennes. Les masses palestiniennes veulent un leader qui pourra négocier avec Israël, qui sera loin, qui prendra distance avec les slogans dont les Palestiniens en ont déjà marre d'entendre Abou Mazen parler de la même base de négociation, de la même principe, alors que Mohamed Dakhalan, lui, il apporte une nouveauté, il apporte une certaine fraîcheur. Et le plus important, c'est que le jour où Abou Mazen décidera de partir, Mohamed Dakhalan a de très bonnes relations avec les Américains. Mohamed Dakhalan est l'homme des pays arabes le plus important et dans l'équilibre entre la volonté d'Abou Mazen et les intérêts de certains pays arabes et des États-Unis, je pense que la volonté d'Abou Mazen sera secondaire à ce que, les masses et les forces internationales les plus importantes exigeront. Est-ce qu'il y aura, la grande question aussi, c'est de voir comment se fera le processus de remplacement de Mahmoud Abbas s'il doit être remplacé? Est-ce que c'est lui qui désignera d'une certaine manière ou est-ce qu'il y aura des élections? Parce que c'est tout à fait différent. Non, il ne peut pas désigner. Dans la constitution palestinienne, il n'y a pas cette méthode de désigner. Et vous savez, selon la constitution palestinienne, c'est le chef du Parlement palestinien qui doit remplacer le président. Et qui est le chef, Jean-Charles? Le chef, non, ce n'est pas Marwan Barghouti, c'est quelqu'un qui est sorti du prison, mais c'est le chef de liste du Hamas, Dr Aziz Dweck, qui est le dirigeant, le dirigeant du Parlement palestinien. C'est la raison pour laquelle Mahmoud Abbas s'est déjà accommodé de toute la Constitution. Il n'y a pas d'élection dans l'autorité palestinienne depuis 2005, donc Mahmoud Abbas sait s'accommoder avec la Constitution. Un scénario intéressant que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que pour coincer Israël et pour essayer de neutraliser Mohamed Dakhalan, Abou Mazen va soulever le nom de Marwan Barghouti, qui est en prison, qui est emprisonné en Israël pour meurtre des Israéliens. Abou Mazen pense que Barghouti, il a la
lui seul a la force de battre et de faire face à Mohamed Dahlan. Ce qu'il ne prend pas en compte, c'est que depuis quelques mois, Mohamed Dahlan essaye d'ouvrir un dialogue avec Marwan Barghouti, ou au moins avec le supporter de Marwan Barghouti au sein de la direction du Fatah. Alors, je voudrais qu'on dise deux mots, parce que c'est l'actualité aussi qui le veut. D'abord, on sait que c'est l'un des succès de Mahmoud Abbas, vous le disiez, d'avoir réussi à faire adhérer la Palestine à la Cour pénale internationale. Or, cette Cour pénale internationale, ce soir, eh bien, décide qu'il n'y a pas lieu de rouvrir le dossier de la flottille de Gaza, comme le demandait pourtant le procureur. Ça a été refusé par les juges, donc c'est un revers. Il semble qu'il y a des divergences de vues à l'intérieur même de la Cour pénale internationale entre les juges et la procureure. Et quelque part, je crois que cette affaire du Marmara, on en a déjà beaucoup parlé. Et je crois que finalement, lorsque l'on vérifie en fait les faits, eh bien, c'est difficilement défendable au niveau de la Cour pénale internationale. Bon, les Palestiniens ne pensent pas que c'est lié au fait, c'est lié plutôt à un système international qui veut faire passer le programme, l'accord nucléaire avec l'Iran pour faciliter à Israël et à ses alliés au sein des États-Unis d'avaler cet accord, et il n'est pas temps de mettre encore des obstacles devant ce processus aux États-Unis et en Israël sous forme de cette cause à la Cour pénale. Bon, et puis ce qui s'est passé ces derniers jours, il faut en parler aussi, 3 Palestiniens tués en Cisjordanie, qui sont tous proches des brigades Al-Aqsa, donc la branche armée du Fatah. Il y a eu aussi des incidents sur la mosquée, de nouveau hier à Al-Aqsa, et donc sur l'esplanade du Mont du Temple. Est-ce que tout cela est le signe d'un regain de tension? Comment vous l'interprétez, Daniel? Il y a un regain de tension, mais si on regarde exactement comment se produit ce regain de tension, on constate que, par exemple, il est toujours autour de festivités ou d'anniversaires dans le calendrier hébraïque, par exemple. C'était le cas en octobre dernier lors des fêtes de Sukkot. C'était le cas hier à l'occasion du jeûne de Tisha B'Av. À chaque fois qu'il y a on va dire une forme de menace entre guillemets de la part pour les Palestiniens, pour les responsables du Waqf, pour les responsables enfin en particulier les proches de Raed Salah, le chef du mouvement islamique israélien qui gère d'une certaine manière ce qui se passe sur le mont du Temple. À chaque fois qu'il y a une commémoration dans le calendrier hébraïque, eh bien on a le sentiment qu'il y a une volonté de la part de ces mouvements, les Morabitoun, les Morabitates qui sont sur le mont du Temple, d'essayer d'attiser l'attention. Et après ça se calme, on le voit, ça s'est calmé aujourd'hui. Jean-Charles, c'est lié à deux processus. Un certain vide qu'on commence à sentir dû à ce qu'on vient de parler à propos Abou Mazen et sa volonté de quitter son poste. Il y a certains militants palestiniens qui sentent qu'il peut y avoir ce vide et qu'il est temps de se réarmer, il est temps d'ouvrir des canaux à l'Iran, au Hezbollah qui finançait ces activités, mais c'est dû essentiellement à la volonté de Hamas de présenter un défi sécuritaire à l'autorité palestinienne, le Hamas qui tire des profits politiques du fait que ces dernières semaines, l'autorité palestinienne a arrêté des centaines de militants du Hamas et du djihad islamique en Cisjordanie, le Hamas qui investit des sommes énormes pour essayer de revivre son infrastructure militaire en Cisjordanie pour qu'une prochaine confrontation avec Israël ne sera pas réduite exclusivement à la bande de Gaza, mais qui verra aussi des interventions militaires, des attaques de la part de la branche armée du Hamas ou des militants du Fatah qui seront financés par le Hamas pour essayer de faire pression sur Israël, non pas seulement de la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, voire peut-être à l'intérieur d'Israël. Merci Ali Waked, merci Daniel Haïk. Voilà donc évidemment pour ce dossier que l'on suit évidemment au jour le jour, celui donc de l'avenir de Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. L'histoire à présent d'un adolescent israélien soigné pour un cancer dans un hôpital de Haïfa dans le nord. Il a ces derniers jours quitté sa chambre car il a refusé de subir une chimiothérapie. L'issue fatale de sa maladie, s'il renonce au traitement, ne l'a pas fait changer d'avis dans un premier temps. Maël Benoliel. Cher peuple d'Israël, j'appelle tous ceux qui le peuvent à venir manifester devant l'entrée de l'hôpital Rambam à Haïfa contre le traitement forcé qu'ils veulent me faire subir. Même si je dois mourir, laissez-moi mourir avec dignité. C'est tout ce que je demande.
C'est depuis sa chambre d'hôpital que ce jeune garçon atteint d'un cancer appelle les citoyens israéliens à venir manifester contre le traitement de chimiothérapie que les médecins voudraient lui imposer de force. Ces traitements ne vont pas m'aider, ils ne vont qu'aggraver ma situation. Il n'y a que la prière qui peut m'aider. Je préfère rester à la maison plutôt que d'être à l'hôpital. Il y a quelques jours, ce jeune, issu d'une famille orthodoxe de Tibériade, s'est enfui de sa chambre d'hôpital. Prévenu par ce dernier, le tribunal a ordonné aux parents de l'y ramener. Selon l'avis des médecins, sans traitement, les chances de survie de l'adolescent sont nulles. À l'hôpital, je suis enfermé, je me sens seul. Je ne suis pas bien. Je veux qu'on me laisse tranquille. Un appel de détresse de la part de cet adolescent qui souffre d'une leucémie aiguë depuis l'âge de 11 ans. Après plusieurs traitements et 2 rémissions, la maladie est revenue il y a 1 an. Un cancer rare qui nécessite une nouvelle chimiothérapie, mais cette fois-ci, le jeune homme refuse de suivre le traitement. La raison, les souffrances terribles que provoque celui-ci. Ses parents soutiennent sa décision même s'ils n'ont pas eu d'autre choix que de le ramener à l'hôpital. Les parents souhaitent qu'il suive le traitement. Quel parent ne voudrait pas que son enfant soit en bonne santé? Ceci étant dit, c'est un adolescent qui est très mature, qui a sa propre volonté, ses propres opinions et nous pensons que traiter sa maladie de force, menotté à son lit d'hôpital, ne lui apportera rien de bon. De son côté, l'hôpital a souhaité réagir. Pour ce dernier, pas question de forcer le patient à suivre le traitement. Le garçon est hospitalisé selon l'ordonnance de la Cour. Il refuse le traitement, il reste donc dans sa chambre. Les médecins n'ont pas l'intention de le traiter de force. La raison, les traitements nécessaires pour sa guérison sont longs et nécessitent la coopération du patient et son engagement total à respecter le protocole minutieux du traitement. Sans coopération, aucun traitement ne sera efficace. Mais ce patient n'a qu'un souhait, quitter sa chambre d'hôpital au plus vite et rentrer chez lui à Tibériade et profiter de chaque seconde. Alors, peut-on soigner un patient, fut-il adolescent, contre son gré? On va poser la question tout de suite justement à Myriam Benaroche, qui est chef du service oncologie pour enfants de l'hôpital Rambam de Haïfa. C'est précisément là où se trouve ce patient. Bonsoir. Bonsoir, effectivement, ce patient est dans mon service. Et pour répondre à votre question, on ne peut pas donner une chimiothérapie au long cours à un enfant qui n'accepte pas le traitement. Et on ne peut bien sûr pas donner une chimiothérapie de force. Il nous faut la coopération de l'enfant. En fait, c'est effectivement un enfant qui a une leucémie à 11 ans. Il a eu une récidive 5 ans après. Il est arrivé dans notre service pour recevoir une chimiothérapie avec un très bon risque de guérison. Il a arrêté les traitements après quelques cures et donc le cancer est revenu. Il a repris les traitements et après la première cure, il a décidé de tout arrêter. Pourquoi la justice a-t-elle été saisie, docteur Benaroche? La justice a été saisie parce que l'enfant refusait un traitement qui pouvait le guérir. Et donc, notre point de vue était qu'il fallait que nous aidions les parents à convaincre l'enfant. Et il fallait également qu'il y ait une décision qui soit faite pour convaincre les parents qui n'étaient pas convaincus non plus. Les parents étaient sous l'influence d'un rabbin qui était contre la chimiothérapie de toute façon. Et donc, c'est pas nous qui avons fait appel au tribunal, ce sont les services sociaux. Quand on se heurte comme ça justement à des idées religieuses et donc aussi d'éthique qui font que le patient refuse pour telle ou telle raison justement un traitement, comment est-ce qu'un médecin peut justement arriver à convaincre une famille face à de tels obstacles? Écoutez, avec beaucoup de patience. La preuve, c'est qu'en fait, ce soir, l'enfant a décidé d'accepter les traitements. Il faut une équipe qui comporte une équipe de médecins, une équipe de psychologues, d'assistantes sociales, des psychiatres, et également essayer de recruter des personnes qui sont proches de l'enfant sur le plan idéologique et sur le plan religieux. Et ce matin, le Rav David Grossman, qui a eu le prix d'Israël pour l'œuvre humanitaire qu'il fait, notamment chez les enfants démunis, est arrivé. Je l'ai fait entrer dans la chambre de l'enfant. Il est resté 1 heure avec l'enfant. Et après, il est parti à Tibériade pour rencontrer le rabbin qui s'oppose au traitement. Il a convaincu le rabbin. Et le rabbin a demandé qu'il aille voir un autre rabbin à Bnei Brak.
il est allé directement à Bnei Brak pour rencontrer cet autre rabbin. Il a réussi à persuader l'autre rabbin qu'en fait la chimiothérapie était le seul moyen de guérir l'enfant. Après, il a parlé aux parents qui ont reçu donc l'approbation des deux rabbins qui pour eux étaient les rabbins qui décidaient à leur place en fait. Et donc nous allons commencer à renouveler la chimiothérapie demain parce que les parents sont d'accord et l'enfant également. Et il y a de bonnes chances de guérison pour lui ? Il a 40 à 50% de chances de guérison. S'il avait reçu le traitement de façon régulière à sa première rechute, il serait déjà guéri en fait. Donc forcément, quand la maladie revient, les chances de guérison sont moindres. Mais avec une greffe de moelle, il a un frère qui est compatible, qui a une moelle qui est compatible. Donc il doit recevoir 2 cures de chimiothérapie supplémentaires et après une greffe de moelle. Et donc s'il arrive à recevoir tous ces traitements à temps et sans qu'il y ait d'arrêt parce qu'il ne voudra pas participer aux soins, il a à peu près 50% de chances de guérison. Merci. En tout cas, voilà peut-être une issue heureuse à la clé. Merci en tout cas, Myriam Benaro. Je rappelle que vous dirigez le service oncologie pour enfants de l'hôpital Rambam de Haïfa. Il y a 62 ans, jour pour jour, les deux Corées du Nord et du Sud mettaient fin à leur guerre ouverte par la signature d'un armistice. Mais le conflit est loin d'être terminé. Aujourd'hui encore, les deux pays se menacent régulièrement quand des escarmouches n'éclatent pas sur cette ligne de partage. Léa Volbert. Il y a 62 ans, jour pour jour, la Corée du Nord et la Corée du Sud signaient l'armistice. Un anniversaire célébré en grande pompe ce lundi à Séoul. Près de 3000 personnes présentes, parmi lesquelles beaucoup de vétérans. Au nom de notre cher et respecté chef Kim Jong-un, nous commémorons la guerre de nos vétérans contre les Japonais, ennemis de notre révolution, dans la grande guerre de libération de notre terre. Mais en dépit des discours et des moyens déployés, les tensions sont loin d'être apaisées entre les deux États. Le Premier ministre sud-coréen a d'ailleurs profité de l'occasion pour exhorter Pyongyang à renoncer à son programme nucléaire. Le programme nucléaire de la Corée du Nord menace la Corée du Sud et la communauté internationale. La République de Corée du Sud traitera avec beaucoup de sévérité toute provocation nord-coréenne grâce à une politique de sécurité forte. Depuis la signature de l'armistice le 27 juillet 1953, la Corée du Nord est soumise à de lourdes sanctions par les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU. Des sanctions principalement économiques qui visent à dissuader la Corée du Nord de maintenir son programme nucléaire. Le peuple nord-coréen meurt de faim et ceci ne peut pas être résolu par le programme nucléaire. La Corée du Sud et la communauté internationale devraient travailler ensemble pour trouver une solution à ce problème. Si les deux Corées se réunissaient, ça pourrait bénéficier à la communauté internationale. En marge de la cérémonie, la police est intervenue contre un groupe d'activistes sud-coréens. Malgré la mise en garde de Pyongyang, le groupe de militants envisageait de lâcher des ballons gonflés à l'hélium auxquels étaient accrochés près de 30 000 tracts critiquant la famille Kim. Dans l'émission reportage de Stéphane Calvo ce soir, juste après le grand direct, retour sur un pèlerinage à haut risque, celui de la synagogue de la Griba sur l'île de Djerba en Tunisie. Pèlerinage effectivement dans un contexte terroriste très tendu dans ce pays avec de fortes mesures de sécurité. Extrait du reportage d'Anthony Lesme. Djerba, petite île au large de la Tunisie. Dans ce quartier, la Harakbira, vivent encore 1000 juifs. L'essentiel de ceux qui restent dans ce pays, avant 1948, ils étaient plus de 100 000. Aujourd'hui, ils reçoivent une visite sous très haute tension. Un groupe de 40 Israéliens, protégés par des policiers sur le qui-vive. Iris Cohen est en charge de ce voyage. Israélienne, elle s'est passionnée il y a 20 ans pour la Tunisie. L'origine des Juifs de Djerba, ils sont venus avant, on dit 2000 ans, direct de Jérusalem, après la destruction de notre temple à Jérusalem. Ils ont gardé la religion et la tradition comme c'était avant 2000 ans. Même pour nous les Israéliens, on regarde et pour nous c'est un peu bizarre parce que nous on ne vit pas comme ça. Ce soir, c'est sous très haute sécurité que nous nous dirigeons vers une des plus vieilles synagogues du monde.
De la garde présidentielle au service antiterroriste, la Tunisie a employé les très grands moyens. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe Sarah. Ma mère m'a demandé de revenir après sa mort en Tunisie et de faire un repas en honneur de mes parents qui n'avaient pas eu d'enfants après plus de 12 ans de mariage. Et grâce à leur prière ici, je suis née. 21 morts. C'est le bilan de l'attentat suicide qui a frappé la Ghriba en 2002. Cette synagogue serait la plus vieille au monde. Une pierre sainte du premier temple de Jérusalem, détruit par les Babyloniens, y aurait été amenée il y a 2500 ans par les prêtres d'Israël. Chaque année, pour les fêtes de l'Akba Omer, qui commémorent la disparition du maître de la mystique juive, Rabbi Shimon Bar Yochai, un pèlerinage y a lieu. Malgré le risque, plus de 1000 personnes se sont déplacées de l'étranger cette année, dont Sarah. Voilà, donc à voir tout à l'heure dans son intégralité dans l'émission Reportage. Ce sera juste après le Grand Direct. On va se retrouver dans une douzaine de minutes pour parler de la campagne pour les présidentielles aux États-Unis et les critiques de Barack Obama aujourd'hui, juste après le journal. Suite du Grand Direct et on va revenir donc sur ces propos qui ne sont pas passés inaperçus aujourd'hui. D'abord parce qu'ils ont été prononcés depuis l'Éthiopie par Barack Obama, le président américain, visite historique dans ce pays d'Afrique de l'Est où il a évoqué le climat qui lui déplaît fortement, celui de la campagne présidentielle américaine et notamment les primaires dans le camp républicain. Il évoquait évidemment toute une série de dérapages de ces candidats tout juste déclarés. Julia Ganancia. En voyage en Afrique, Barack Obama n'en garde pas moins un œil sur la politique de son pays. Ce lundi, le président américain a sévèrement critiqué le ton de la campagne présidentielle américaine. Nous sommes en train de créer une culture qui n'est pas propice à une bonne politique. Le peuple américain mérite mieux que ça et le débat présidentiel mérite mieux que ça aussi. Dans 18 mois, je rends les clés et je veux m'assurer que je les donne à quelqu'un qui sera sérieux sur les problèmes auxquels ce pays et le monde font face. La raison de sa colère, les récentes déclarations de plusieurs candidats républicains, dont ceux de Mike Huckabee. L'ancien gouverneur de l'Arkansas a affirmé que l'accord historique sur le nucléaire avec l'Iran, récemment conclu entre l'Iran et les puissances mondiales, conduisait les Israéliens aux portes des fours crématoires. Les récentes déclarations de Mike Huckabee s'inscrivent dans une tendance générale et seraient considérées comme ridicules si elles n'étaient pas si tristes. Barack Obama effectue son dernier mandat à la Maison-Blanche, il ne peut pas se représenter. En Éthiopie, il est également revenu sur les propos de Donald Trump. Ce dernier a affirmé que le sénateur républicain John McCain, fait prisonnier au Vietnam, n'était pas un héros. Peut-être que ces déclarations sont une tentative de la part de Donald Trump d'occuper la scène médiatique. Mais ce n'est pas le genre de président dont a besoin l'Amérique aujourd'hui. Malheureusement, ces attaques scandaleuses sont devenues bien trop banales dans la vie politique américaine. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Plus d'un mois après l'annonce de sa candidature, le milliardaire américain est sous le feu des projecteurs. Des déclarations fracassantes en polémique incluant des nazis, Donald Trump est parvenu à s'imposer en tête de certains sondages dans une campagne qui le considérait comme un candidat pourtant sans crédibilité. Alors, cette campagne et ces relents qui déplaisent à Barack Obama, on va en parler avec deux spécialistes justement des États-Unis. Bonsoir Noga Tarnopolsky, vous êtes journaliste et correspondante pour plusieurs médias américains ici en Israël. Bonsoir Richard Landes, professeur d'histoire à la Boston University. D'abord, est-ce que vous êtes choqués l'un et l'autre par ce qu'on a entendu, ces propos de candidats républicains? Est-ce que c'est choquant d'entendre ça aux États-Unis? Est-ce qu'on est choqué là-bas? Oui, enfin, je crois qu'on est choqué un peu partout, sauf les gens de la droite qui trouvent ça peut-être une exagération, une polémique, mais qui pourtant reflète les inquiétudes qu'ont les gens que cet accord avec l'Iran, en fait, met Israël en péril de mort. Et que si en fait il y a une guerre, et surtout avec comment on dit, arms race,
arms race pour les armes nucléaires dans la région. S'il y a une guerre nucléaire... la course à l'armement, vous parliez. La course à l'armement nucléaire. Donc, il y a la possibilité qu'en fait, il y aura une deuxième holocauste. C'est pas comme si la phrase... C'est dit en des termes très, très populistes qui font un petit peu... C'est ça. Ouais. Oui, c'est dit en termes, je dirais, presque infantiles, comme si on jette le mot holocauste, comme si ça avait très peu de significance, comme si l'Israël n'existait pas comme force. En fait, on jette Israël dans ce jeu des républicains comme s'il n'existait pas, comme si dans un monde de fantasmes, Obama pouvait prendre les Israéliens vers les crématoires et il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'existence politique. Je trouve que ça rend en absurde des questions extrêmement sérieuses dont parle monsieur aussi. Mais c'est une hystérie quand même d'employer de telles images. Ça renvoie quand même à des choses extrêmement violentes. C'est une hystérie un petit peu qui existe aux États-Unis aujourd'hui, d'imaginer vraiment que on puisse avoir comme ça Israël mené à la mort par cet accord nucléaire. C'est quelque chose vraiment que les républicains peuvent faire passer mis en péril de mort. Ouais. Absolument. Et moi je crois qu'en fait c'est ce que l'accord représente. Il représente une politique d'apaisement qui n'a aucune chance en fait de marcher dans le sens voulu, surtout par Obama, et que en fait la situation est très sérieuse. Alors on n'essaie pas de paniquer et employer les termes comme il nous mène à l'Holocauste, etc. Mais en fait il y a une très grande peur. Et c'est très net ici en Israël et c'est partagé par pas mal de gens, même des démocrates aux États-Unis. Il y a toujours une chance que ça va pas passer le Congrès. Il y a des joueurs essentiels comme Hillary Clinton, comme Charles Schumer, qui sont démocrates, qui n'ont pas encore pris de position là-dessus. Si eux, ils se penchent contre, c'est très possible que ça sera bloqué. Clinton a déclaré qu'elle est pour. Elle a déclaré qu'elle est pour depuis très récemment. Non, un des premiers jours. Ah non, je crois qu'elle a... non, c'était pas aussi net que ça. Au début, ce n'était pas du tout aussi net que ça. Je voulais dire qu'on voit en général un baissement. Disons, on voit un cirque du côté des Républicains. On a 19 candidats. On n'arrive même pas à se rendre compte qui ils sont. Il y a le monsieur Trump, dont on a parlé avant, qui fait référence aux immigrants, aux migrés mexicains comme des violeurs. Disons, en général, on voit une course pour être celui qui apparaîtra sur les télés, celui qui mènera un peu l'attention. Et je trouve que c'est lamentable. Surtout ce qui a à voir vraiment avec le Moyen-Orient, on se trouve dans des situations très très dangereuses et ça serait bien plus intéressant de voir des candidats présidentiels parler au sérieux et nous donner à voir leurs idées sur les thèmes du jour. Mais alors justement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que les Américains en général ne s'intéressent pas trop aux thèmes internationaux pendant les campagnes présidentielles. C'est vrai ou pas? Jusqu'à présent, c'était, disons, clé mineure. Mais maintenant, je crois que cet accord avec l'Iran représente un sujet très important dans la campagne à venir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur que l'opposition de Netanyahou, qui fait l'alliance avec les Républicains, menace une sorte d'accord bilatéral ou bipartisan entre Israël et les deux partis aux États-Unis, démocrates et républicains. Je crois que ça va être très sérieux et ça va être nouveau. Comme vous dites, en général, la politique extérieure ne joue pas un grand rôle. Cette fois-ci, enfin, on ne sait jamais, les Américains sont très capables d'être, comment on dit, paroissial. Oui, mais il y a une autre chose, que Obama a eu des énormes victoires très récemment sur le plan domestique. Le mariage gay,
la loi d'assurance de santé, etc., etc. Le républicain, maintenant pré-présidentiel, se trouve dans une situation où ils ont en fait perdu leur cœur sur lequel ils pensaient présenter leur campagne électorale. Alors, je crois qu'entre autres, on voit un parti en train de chercher ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Oui. Et aussi, un autre élément, c'est le rôle que joue la presse. C'est-à-dire, Trump, par exemple, je ne crois pas, sans que la presse lui donne l'occasion de faire sensation, je ne crois pas qu'il serait pris au sérieux. Mais je crois qu'en général, la presse... Mais vous considérez que l'interviewer, c'est lui donner une occasion spéciale. Mais ça dépend. Oui, non, mais ça dépend à qui on donne les interviews et quels sont les titres dans les journaux, etc. Tout ça, ça se donne à une certaine capacité de mettre le point sur cet i et non pas celui-là. Moi, je crois qu'il y a... Enfin, on connaît très peu au sujet des candidats parce que c'est un peu comme People Magazine. La presse joue un rôle un peu comme People Magazine plutôt que quelque chose de sérieux. Ouais, je trouve que la presse aux États-Unis n'est pas très sérieuse. C'est possible, mais dans ce plan-là, Trump se montre un génie de manipuler cette situation de presse. Oui, absolument. Mais alors justement, ça veut dire quoi aujourd'hui d'avoir justement Donald Trump qui est en tête des intentions de vote pour l'investiture républicaine? Ça veut dire que dans le Parti républicain aujourd'hui, il n'y a pas de politicien au sens premier du terme. On est obligé de faire appel à un milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier notamment et autres. Oui, en fait, c'est assez minable. Mais il faut dire que c'est assez minable un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, l'Occident n'a pas produit... On peut pas comparer Hillary Clinton, par exemple, qui est peut-être issue quand même d'une classe politique plus traditionnelle aux États-Unis, et Donald Trump. Oui, bien sûr. Mais Jeb Bush aussi est sorti d'une classe politique. Mais... Alors ça, il y a des gens qui sont sortis de cette classe politique qui, au moins de ce point de vue, méritent autant d'attention que Trump, etc. Mais Trump, comme vous dites, il a une génie pour manipuler, une volonté chez les journalistes de présenter les républicains comme des pauvres... Et donc, voilà, il se dit, moi je suis le meilleur pauvre... C'est votre avis Oh, moi je n'accepte pas au nom de la presse cette responsabilité quand même. Je crois que c'est une petite exagération. Clinton, c'est un bel exemple en fait, parce qu'on l'accusait d'être la belle favori de la presse et on la voit presque constamment sous un attaque sérieux, un attaque où vraiment on attaque son intégrité personnelle. Elle n'a pas su comment s'en sortir. Et d'après ce que je vois, si sur le plan républicain on a trop de candidats, sur le plan des démocrates, je ne suis pas sûre qu'on a en ce moment un candidat. Et... Donc c'est une situation très volatile. Ouais. Mais alors, comment ça va se passer maintenant? Il va y avoir sans doute Donald Trump qui est donné favori. Imaginons une campagne électorale après une course pour la Maison-Blanche entre Trump et Hillary Clinton. Non, c'est ridicule. Ça ressemblerait à quoi? Non, parce que si c'est ridicule, mais c'est plutôt possible. À Trump contre Bernie Sanders. Ouais. Non, c'est ridicule. À ce moment, il a une sorte de montée, mais ça va pas durer. Ça va pas être. Il n'est pas sérieux. Même les républicains les moins sérieux, je crois qu'il y a des gens qui entendent ce qu'il dit au sujet des immigrés, etc. Et il y a des problèmes sérieux avec au moins certains aspects de l'immigration aux États-Unis, qui voient ça comme façon de se défouler et de dire oui, je donne mon support à Donald Trump. Ça ne va pas durer. Mais la question, c'est qui est-ce qui va sortir? Et je crois que, comme Noga dit, il y a cet aspect, il y a trop de républicains, il n'y a pas assez de démocrates. Si Hillary Clinton continue à faire faillite,
comme jusqu'à présent, les démocrates seront dans une situation très grave. Et qui est-ce qui va sortir des rangs des républicains avec une crédibilité? Est-ce que les républicains qui votent donneront leur soutien à quelqu'un qui peut gagner ou à quelqu'un qui dit les trucs qui les rend heureux? Tout ça, c'est inconnu. Je veux simplement dire qu'en fait, si on compare avec le même moment avant les élections de 2008, le nom de Barack Obama n'était pas encore connu, à peine. Oui. On ne pouvait pas, en ce moment-là, prévoir qu'il allait devenir, en fait, l'étoile des élections primaires, puis avoir une possibilité de gagner une élection. Alors, je dirais que quand même, on devrait parler avec certaine caution, parce qu'on ne sait pas. J'imagine qu'on verra toujours des nouveaux candidats. Est-ce que les campagnes électorales habituellement aux États-Unis ont ce type de climat? Est-ce que ces dérapages qu'on a entendus, c'est habituel? Non, je crois que... Alors, d'abord, j'ai fait une étude sur les théories de complot, de conspiration contre les présidents américains. Et ça monte géométriquement avec l'arrivée de l'Internet. Et donc, Bush, de loin, surpassé Clinton, et Obama, de loin, beaucoup plus que Bush ne l'avait. Il y a une sorte d'accentuation de ce qu'on appelle... d'abord, c'était Bush Disorder Syndrome, puis c'est Obama Disorder Syndrome. Moi, je dirais il y a President Disorder Syndrome, et chaque fois, le spirale devient plus extrême. Et oui, je crois que maintenant, il y a des gens aux États-Unis, surtout des républicains, qui regardent Obama et disent c'est l'ennemi de l'État. Il y a même des gens qui parlent de impeachment. Oui, si effectivement le vote du Congrès... Je voudrais ajouter... Excusez-moi, une petite chose, qu'on ne se trouve pas seulement face à une possibilité d'une élection Trump-Clinton, sinon d'une élection non moins absurde qui serait Bush-Clinton. Là où on verrait vraiment l'établissement d'une classe politique presque aristocrate aux États-Unis. On serait dans la cooptation quasiment. Merci. Merci à tous les deux. En tout cas, ça n'a pas encore commencé, mais presque aux États-Unis. Richard Landes, Noga Tarnopolsky, merci à vous. Le cirque commence. Voilà, nouveau journal dans un instant avec Alice de Comorny.